Je vais commencer à piloter les étages de puissance, notamment ceux des 4 injecteurs. Mais pour pouvoir observer en toute sécurité, je n'ai pas monté les transistors, uniquement les drivers de commande, aussi bien pour la commande des 4 injecteurs ici, que pour la remise à zéro des charges au niveau du circuit, et du pilotage charge-décharge. Donc ces deux transistors-là ne sont pas montés. Petite astuce pour le transistor qui commute à l'état haut. Il y avait la place d'un condensateur ici de découplage que j'ai remplacé par une résistance pour pouvoir descendre en fin de compte sa source vers la masse et pour pouvoir observer les signaux. Pour pouvoir observer les signaux, je vais utiliser la fonction analyseur logique du picoscope avec des petites précautions sur certains signaux critiques là où je torsade la masse, avec des reprises en masse locale, là, c'est ce qu'on voit de petites pinces noires. Et on va observer tous les signaux de commande sur le picoscope. Aujourd'hui, on va regarder comment vont se passer les commandes des injecteurs piézoélectriques sur ce moteur HDI. On avait vu dans une vidéo précédente comment obtenir à partir du 12 volts de la batterie du 200 volts là, par ce convertisseur DC-DC. Là, on va avoir un circuit qui va permettre de commuter les injecteurs à ce 200 volts ou de le décharger complètement par l'intermédiaire ici de cette inductance qui va servir à limiter le courant. On a ici les 4 transistors qui vont piloter les 4 injecteurs qui vont être reliés entre cette borne-là et celle-ci. Voilà, les 4 injecteurs vont être là. Les transistors MOS qui commutent les injecteurs sont pilotés par des drivers spécifiques. Et on observe aussi, par l'intermédiaire de cette résistance de mesure de courant, le courant que l'on va limiter par ce comparateur hystérésis là, entre 4,5 et 4 ampères. Mais avant tout, pour pouvoir faire des mesures en toute sécurité, je ne câble pas tous ces transistors, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc ce sont les 4 transistors ici des commandes des injecteurs. Ce transistor-là qui sert à purger complètement le circuit de charge lorsque le cycle d'injection est terminé. Ce transistor ici qui sert à décharger les injecteurs. Et ce transistor-là qui sert à charger les injecteurs. Alors je parlais d'une petite astuce, là c'est ce composant ici de découplage que j'ai remplacé par une résistance, ce qui me permet de descendre cet équipotentiel là à la masse. Bon, cette self là n'est pas câblée, pour pouvoir observer en toute quiétude la commande ici Q2G qui serait normalement élevée à proximité du 200 volts pour pouvoir piloter le reste. C'est ce que fait ce driver spécifique. Donc je vais observer les signaux de charge ici, c'est ce transistor-là, cette commande-là, Q2G, et de décharge ici. Alors ces signaux-là sont tributaires de la limitation au courant, avec le et logique ici pour la décharge et la charge. Donc on limite le courant de charge et on limite le courant de décharge. Ici, on a l'étage pour purger les injecteurs des charges qu'il resterait. Et ici, on a les 4 commandes, inch 1, 3, 4, 2, des injecteurs. Pour commencer, je vais programmer les injections pilotes. Alors j'ai regroupé dans un tableau Excel les différentes phases de fonctionnement. L'idée c'est d'utiliser un timer pour avoir des largeurs d'impulsion bien calibrées. Donc on va utiliser le timer 3. On va avoir 4 routines d'initialisation de timing pour les injecteurs 1, 2, 3 et 4. Et toutes les étapes vont être définies et une étape pourra en déclencher une autre. Par exemple, un cycle d'injection pilote, ça va commencer par une initialisation des signaux de commande ici. Donc on va activer la charge pour l'injecteur numéro 1. Au bout de 200 microsecondes, on va arrêter la charge, toujours sur l'injecteur numéro 1. Ça va faire le palier d'ouverture de l'injecteur pendant 40 microsecondes. Une fois ces 40 microsecondes écoulées, on va passer à l'étape 1, qui va être une impulsion de décharge de 180 microsecondes. Donc on va activer le port de décharge pendant 180 microsecondes. Une fois l'interruption arrivée, on va passer à l'étape 2, qui va faire une remise à zéro pendant 40 microsecondes. Donc ça va être la commande de la purge des injecteurs.
et au bout de 40 microsecondes, on va arrêter le cycle d'injection pilote et on va mettre un code spécifique dans le descripteur d'étape à 255 et le système va prendre des signaux de repos, à savoir pas de charge, les transistors de décharge de R à Z ainsi que tous les transistors de commutation des injecteurs seront commutés sur la masse. C'est important de faire ça, notamment au niveau du driver, ici qui est spécifique, car ce driver, voilà ici, pour pouvoir amener le potentiel de la gate au niveau des 200 volts ici, on vient charger un transistor ici qui va servir de référence en tension et qui va donc élever le potentiel de la gate par rapport à ce point ici, là, le point VS. Alors ça, vous allez tout retrouver dans la documentation de ce pilote-là. Alors pour expliquer rapidement comment fonctionne ce driver-là, comment en fin de compte, à partir d'une alimentation à 12 volts, on est capable de générer une tension de gate ici, entre la source et la gate de ce transistor-là, qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines de volts, alors que on est alimenté en 12 volts. Eh bien, l'astuce, c'est d'observer ce point ici VS, qui est le point entre le drain et la source de ces deux transistors-là, qui va être amené au 0 volts lorsque Q3 ici est commuté. Donc ça vient tirer ce point-là. Eh bien, par l'intermédiaire d'une diode en interne, on vient ramener du 12 volts dans ce condensateur-là. Et une fois que ce transistor-là est relaxé, le potentiel ici devient flottant et on a une circuiterie en interne qui est capable de donner des charges de C43 à l'intérieur de la gate de ce transistor. Alors pour ça, on peut regarder ce composant qui est le 2D2182. Voilà ici, donc on voit ici la diode dite de bootstrap. Lorsque LO commute, on vient tirer cette ligne VS vers la masse. Donc par l'intermédiaire du 12 volts ici, la diode en interne vient charger. Et une fois que le transistor, le side ici, enfin celui qui commute vers la masse, est ouvert, à ce moment-là, le potentiel VS est flottant. Mais avec cette circuiterie ici, on est capable d'aller remettre les charges du condensateur à travers ce transistor-ci à l'intérieur de la gate du MOS. Et ce composant-là, il est capable de le faire jusqu'à des potentiels de 650 volts, ce qui est relativement intéressant, avec des commandes de gate qui peuvent aller à 2,5 ampères, ce qui est assez intéressant pour avoir des temps de commutation rapides. Mais pour cela, il faut absolument que ce condensateur de charge ici, C43, soit rechargé périodiquement. Sinon, s'il est activé en permanence ici, il va se vider et il n'y aura plus suffisamment de charge ici pour maintenir la commutation de ce transistor. D'où l'idée d'avoir la position de repos du circuit avec des charges ici toujours commutées, ce qui permet de recharger ce condensateur-là. Donc voilà sur les différentes étapes. Il n'y a plus qu'à les programmer. Alors pour les programmer, ça reste toujours de l'assembleur. On va d'abord définir les 4 routines d'initialisation. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Ici, elles vont rajouter un petit pulse de synchro sur le port PTB18 qui va me servir à observer les signaux. On va définir l'étape. Donc là, on met qu'on veut aller exécuter l'étape 0. Pour ça, on va avoir les injecteurs 2, 3 et la remise à 0 qui vont être non commandés, l'injection de décharge et l'injecteur 4, ainsi de suite. L'injecteur 1, la charge vont être pilotées, bien conformément à ce qu'on a défini ici dans l'initialisation de la routine. Et on va programmer le timer pour qu'il se déclenche à 200 microsecondes. On règle le timer à 200 microsecondes et on lance en exécution. Et là, on termine le petit pulse de synchro pour pouvoir synchroniser l'oscilloscope numérique. Donc, au bout de 200 microsecondes, on va avoir une interruption sur FTM3, là, ici. Donc là, ces lignes-là, on acquitte l'interruption. Et on va utiliser un espèce de computed goto, un goto calculé, où on définit une table de vecteurs. Ici,
les tables de vecteurs vont pointer sur l'adresse où se trouvent les routines à exécuter. Donc on voit ici étape 0, 2, 3, 4, etc. n étapes. Et on voit étape 0, 1, 2, 3, 4, avec l'ajout de la valeur 1 pour que le pointeur ordinal puisse pointer correctement sur la routine. Ça, c'est typique au Cortex M0. On invite à regarder la datasheet du Cortex M0, comprendre cette nécessité d'avoir le bit 0 du pointeur ordinal à 1. C'est vrai d'ailleurs pour toute la table des vecteurs d'interruption. Si vous oubliez ça, vous allez avoir une erreur hardware. Donc on définit une table de vecteurs, on vient lire l'étape que l'on veut exécuter, donc c'était l'étape 0. On va la multiplier par 4 en faisant un décalage sur la gauche de 2 rangs. Puisqu'on est les mots de 32 bits, il va bien falloir aller choper des adresses, des vecteurs d'adresses qui sont modulo 4 octets, d'où la nécessité de multiplier par 4 le numéro d'étape, qu'on additionne à la table de vecteurs, et on va charger donc dans R1 le contenu du vecteur. Donc là on va charger étape 0 plus 1, qui va correspondre à l'adresse en mémoire de la routine, et on va demander que le pointeur ordinal charge R1, ce qui va nous brancher ici en étape 0. Donc ce que l'on va faire en premier, on va dire que la prochaine étape, vous voyez ici, dans l'étape 0, l'étape suivante sera l'étape 1. On doit programmer 40 microsecondes pour FTM3 et on doit positionner les bits comme cela. C'est-à-dire qu'on doit faire un clear sur charge, décharge et injection RAZ. Et c'est ce que l'on fait ici. Donc clear, charge, décharge sur un port, sur un groupe de ports en question. Et ensuite on règle à 40 microsecondes le temps. Alors dans le tableau Excel, ce que j'ai mis en orange, c'est uniquement ce qui change par rapport à l'étape précédente pour avoir un code plus concis. C'est pour ça qu'on ne vient pas tout chambouler, puisqu'il y a uniquement sur ce groupe de ports-là qu'il est intéressant de commuter. Donc ensuite, le timer est lancé. L'interruption arrivera 40 microsecondes après. On va retomber là-dessus. Cette fois-ci, FTM3 étape contiendra 1. Donc on va avoir un pointeur sur étape 1. Donc on va se brancher ici, où on va dire la prochaine étape, ça sera la 2. On positionne ce qui va bien, on programme le timer, et ainsi de suite pour l'étape 2, 3, jusqu'à la dernière étape où on vient mettre 255 pour dire que ça s'arrête. Alors comment on lance tout ça? Eh bien dans le menu principal, voilà, quand on a une option T, quand on tape sur T, eh bien on vient lancer l'initialisation du pulse pilote sur l'injecteur 1. Ensuite, on va regarder dans étape si c'est passé à 255. Si c'est passé à 255, on va faire une petite pause de quelques microsecondes. On va lancer ensuite le pulse pilote pour l'injecteur 2 et ainsi de suite pour le 3 et pour le 4. Donc lorsque l'on exécute cela, si on regarde alors, le picoscope, on va définir l'analyseur logique, différentes entrées. L'entrée des 0 sera charge, des 1 décharge et ainsi de suite. On va triguer sur D7, là, sur dans 0, qui est le port PTB18 que j'active à l'initialisation de l'injecteur 1. Donc il n'y a plus qu'à lancer l'attente de la commutation de D7, là, de dans 0. Donc on va regarder dans notre terminal, ici, on va charger le menu, on voit que T, on fait test injection. Donc si je tape T, clac, on voit la forme d'onde ici est incrémentée. Donc je pourrais y en avoir un paquet, donc ça ne m'intéresse pas d'en avoir d'autres. Donc je stoppe. Et je vois donc ici les signaux, donc la commutation de mon signal de synchro ici. On voit qu'initialement, injecteur 4, 3, 2, 1 était à 1, ainsi que inch RAZ et décharge, et que charge était à 0. Donc c'est bien conforme à l'état de repos qu'on a ici. Ensuite, on a initialisé sur la charge. On observe donc les signaux ici. Effectivement, on a la charge pendant un certain temps, et ce temps, c'est, on le mesure ici, ça doit être 200 microsecondes au voisinage, donc on voit ici, là, 200 microsecondes de pulse de charge, alors que décharge est à 0. Ensuite, on voit ici qu'on a une variation, c'est le palier du cycle d'injection qui doit durer dans les 40 microsecondes, donc voilà, 40 microsecondes. Ensuite, le pulse de décharge, qui doit durer 180 microsecondes, voilà, 180 microsecondes, et ensuite 40 microsecondes de purge des injecteurs, voilà,
40 microsecondes de purge des injecteurs. Une petite pause avant d'initialiser le pulse pilot sur l'injecteur 2. Donc on retrouve ici l'état de repos, c'est-à-dire tous les injecteurs à 1, R à Z et décharge à 1 et charge à 0. Donc on a bien notre condition de repos. Et on recommence cette fois-ci sur l'injecteur 1. Donc on voit ici l'injecteur 1 commandé, exactement le même cycle. L'injecteur 3 ici et l'injecteur 4. Et on retrouve la position de repos. Voilà, donc là on a bien vérifié nos 4 pulses d'injection pilote sur les 4 cylindres. Donc le timing est bon et le principe de fonctionnement est validé.